Les rails du Burkina Faso ont d'abord réduit de 30% les coûts logistiques avant de devenir un symbole de souveraineté, heurtant les intérêts extérieurs. Pourtant, cette infrastructure, construite pour relier des régions enclavées, s'est muée en ligne de fracture géopolitique alors que les pressions diplomatiques s'intensifiaient. Comment mesurer ce que représente vraiment ce chantier pour les habitants si Ibrahim Traoré en fait désormais l'axe central de son indépendance stratégique? Une bascule silencieuse s'est enclenchée. Le projet ferroviaire du Burkina Faso porte une promesse claire: transformer une infrastructure longtemps dictée par des intérêts étrangers en un levier d'autonomie maîtrisé. Au cœur de cette ambition se trouve un bénéfice décisif: garantir à la population un accès plus rapide, plus sûr et moins coûteux aux échanges internes, un avantage stratégique qui redéfinit l'équilibre économique du pays. Mais cette promesse s'accompagne d'un risque majeur: la pression croissante exercée par les puissances occidentales inquiète de voir s'effriter un modèle d'influence établi depuis des décennies. À mesure que les premières sections des rails ont été posées par des équipes locales, la tension diplomatique a gagné en intensité, faisant de ce chantier un test de résistance autant qu'un moteur de développement. Les réunions à huis clos au sein de l'ECOWAS, les menaces de sanctions et les discussions discrètes entre diplomates montrent que le Burkina Faso s'avance sur une ligne étroite où chaque décision alimente un rapport de force délicat. Le véritable enjeu est simple: jusqu'où un pays peut-il aller pour défendre son autonomie lorsque les rails deviennent un front géopolitique? La première rupture apparaît dans un détail que peu avaient anticipé. Dès les premiers mois de mise en service, certaines zones rurales ont vu leur coût de transport chuter de près de 30%, tandis que les exportations agricoles grimpaient de 25% à peine 2 mois après l'ouverture des premiers tronçons. Ces deux données, modestes en apparence, ont servi de révélateur. Le projet ferroviaire n'était plus un simple chantier, mais un point de bascule stratégique, propulsant le Burkina Faso sur une trajectoire inattendue. C'est dans ce contexte que l'initiative portée par Ibrahim Traoré a commencé à s'imposer comme une démonstration d'autonomie. L'objectif initial, relier le pays au reste du Sahel sans soutien occidental, a rapidement pris une dimension politique profonde. Les rails, autrefois pensés comme un outil logistique, se sont transformés en manifeste de souveraineté, renversant un héritage où l'Afrique de l'Ouest dépendait encore de réseaux conçus pour servir des intérêts extérieurs. À mesure que la construction avançait, la dynamique régionale s'est tendue. Les anciennes puissances coloniales, notamment la France, ont exprimé leur inquiétude face à une initiative capable d'affaiblir un modèle d'influence vieux de plusieurs décennies. L'ECOWAS, prise dans un étau entre pressions occidentales et volonté de préserver la stabilité régionale, a multiplié les discussions à huis clos, laissant transparaître des hésitations profondes sur la manière de gérer un pays décidé à refonder son identité politique. Mais derrière ces tensions institutionnelles, une autre réalité se dessinait. Les populations du Sahel observaient ce projet comme une affirmation collective de résistance. Les images de trains traversant la savane, construits par des mains locales, sont devenues un symbole d'unité et de dignité retrouvée. Pour beaucoup, cette infrastructure marquait la possibilité de reconstruire sans dépendre de capitaux ou de technologies importées. Ainsi, ce qui n'était au départ qu'un chantier technique s'est mué en séquence causale complexe, où chaque mètre de rail ajoutait une couche de sens: défi politique, réaffirmation identitaire, repositionnement géopolitique et espérance populaire s'y entremêlaient désormais. Au centre du projet, une figure s'impose comme fil conducteur: Ibrahim Traoré, dont le rôle dépasse largement celui d'un chef militaire. Dès les premières étapes, il a choisi de s'appuyer sur des équipes locales, transformant chaque chantier en espace de mobilisation civique. À Ouagadougou, un groupe d'ingénieurs burkinabés
raconte comment les premières sessions de coordination ont soudé des compétences disparates autour d'un objectif unique: bâtir une ligne ferroviaire qui ne dépende d'aucune aide extérieure. Leur travail, souvent mené dans des conditions matérielles limitées, a instauré un climat de confiance que peu anticiper. Dans une zone rurale proche de Kaya, un second cas illustre cette dynamique. Des volontaires, anciens combattants pour la plupart, se sont relayés pour sécuriser les abords des zones de construction après plusieurs alertes de sabotage. Leur présence a permis de maintenir la cadence des travaux, mais surtout d'incarner sur le terrain une souveraineté que les discours officiels ne suffisaient plus à affirmer. Ces initiatives locales, parfois improvisées, ont créé un réseau de solidarité inattendu, renforçant la perception que le pays prenait réellement son destin en main. Ces deux expériences montrent comment le projet a façonné une implication citoyenne rare dans la région. Les équipes techniques, les volontaires et les communautés se sont appropriés le chantier comme un espace d'apprentissage, de protection et de projection collective. En retour, chaque avancée symbolique du rail a nourri la légitimité d'Ibrahim Traoré, perçu comme le catalyseur d'un élan populaire inédit. En définitive, l'impact précoce du projet ferroviaire repose sur une mécanique simple: solidarité active, responsabilité partagée, gain visible. Et au centre, une question demeure: jusqu'où cet élan peut-il tenir? Tout bascule lorsque les premiers rails posés modifient brusquement la dynamique interne. Avant, les routes saturées et vulnérables retardaient les échanges. Après, les premières locomotives locales réduisent nettement les délais et redistribuent les flux commerciaux. Ce contraste immédiat enclenche une chaîne d'événements où chaque avancée technique devient un levier politique. Les sections opérationnelles, encore partielles, suffisent déjà à attirer l'attention des partenaires régionaux, mais aussi des chancelleries occidentales, qui perçoivent dans cette évolution une remise en cause directe de leur influence. Au début, l'initiative reste focalisée sur un objectif simple: relier les zones de production au marché intérieur sans dépendre d'infrastructures contrôlées par des intérêts extérieurs. Cependant, l'accélération du chantier porté par des équipes locales transforme rapidement ce plan initial en déclaration d'intention. Dans les discours publics, Ibrahim Traoré insiste sur une souveraineté non négociable, une formule qui circule d'abord dans les médias locaux avant d'être scrutée par les analystes étrangers. Cette rhétorique, associée au premier succès logistique, amplifie l'effet d'entraînement et polarise l'espace diplomatique. C'est alors que les tensions montent. Les discussions à huis clos au sein de l'ECOWAS se multiplient, nourries par des rapports qui évoquent les risques de déstabilisation régionale. Parallèlement, des informations circulent sur des tentatives de sabotage sous forme d'intimidation autour des chantiers. Rien n'est officiellement confirmé, mais les mesures de sécurité s'intensifient, mobilisant ingénieurs, volontaires et anciens combattants. Chaque incident, même mineur, devient prétexte à renforcer la vigilance, consolidant autour du projet une cohésion inattendue. La France, traditionnellement active dans les infrastructures sahéliennes, exprime ouvertement sa préoccupation, percevant dans cette autonomie croissante un recul stratégique. Les premiers signaux de sanctions apparaissent, relayés par des communiqués diplomatiques prudents, mais suffisamment explicites pour faire comprendre que le Burkina Faso avance contre un courant puissant. Ces pressions trouvent un écho dans les discussions économiques internes, où certains craignent une contraction durable des investissements étrangers. Pourtant, la réponse nationale reste fermement alignée: poursuivre la construction coûte que coûte. Le point culminant intervient lorsque les premières locomotives traversent les zones rurales, entraînant une amélioration directe de la mobilité. Les producteurs locaux accèdent plus vite au marché,
les coûts baissent et les risques liés au transport routier diminuent sensiblement. Ce succès visible nourrit la légitimité politique du gouvernement et inspire les pays voisins. À Bamako, comme à Niamey, les conversations officieuses évoquent déjà la possibilité d'un corridor sahélien indépendant, alimenté par un réseau ferroviaire bâti sans capitaux occidentaux. Cette perspective, encore fragile, suffit néanmoins à intensifier le rapport de force régionale. Puis vient la phase des répercussions. Les sanctions s'accentuent, les diplomates étrangers redoublent d'efforts pour isoler le pays et les rumeurs de représailles économiques se multiplient. Mais chaque mesure hostile semble paradoxalement solidifier la détermination interne. La main-d'œuvre locale, déjà très engagée, voit dans cette résistance une confirmation de la nécessité d'aller au bout du projet. Les volontaires affluent, les équipes se coordonnent mieux et la dynamique collective se transforme en moteur politique durable. Ainsi se dessine la séquence complète. Activation rapide, montée en tension, affrontement diplomatique, consolidation populaire, puis réorganisation régionale autour d'un modèle alternatif. Tout suggère qu'un projet d'infrastructure est devenu un champ de bataille pour la souveraineté. Le changement se mesure d'abord dans une transition nette. Avant l'ouverture des premiers tronçons, le transport de marchandises reposait presque exclusivement sur des routes vulnérables et coûteuses. Après leur mise en service, la baisse de 30% des coûts logistiques devient l'indicateur central d'un basculement structurel. Cette réduction, issue de trajets plus courts et plus sûrs, traduit une réorganisation profonde de la chaîne interne d'approvisionnement. Elle montre surtout comment une infrastructure peut inverser un rapport de dépendance longtemps figé, en offrant aux producteurs un levier économique jusque-là inaccessible. Le deuxième signal apparaît dans la dynamique commerciale. Les exportations agricoles augmentent de 25% au cours des 2 premiers mois suivant l'ouverture des rails. Ce chiffre, relativement rapide, indique un effet immédiat sur les flux régionaux. Il révèle surtout que les zones éloignées, autrefois freinées par des coûts de transport prohibitifs, entrent désormais dans un cycle d'échange fluidifié, permettant aux marchés locaux de rivaliser davantage avec les circuits traditionnels. Dans un pays enclavé, un tel gain transforme non seulement les marges des producteurs, mais aussi la perception globale de la compétitivité nationale. Le troisième indicateur, plus structurel, porte sur l'emploi. Près de 15 000 postes directs émergent autour de la construction, de la maintenance et du transport ferroviaire. Ce volume inédit pour une infrastructure indépendante représente un réservoir de compétences locales difficilement mobilisables auparavant. Il produit également un effet d'entraînement sur les secteurs périphériques, agriculture, commerce, petites industries, qui se réorganisent autour d'un réseau capable d'absorber davantage de circulation. Cette dynamique interne consolide l'idée d'une économie moins vulnérable aux chocs extérieurs et plus ancrée dans ses propres ressources. Pourtant, ces performances ne se déploient pas sans contrepartie. Les pressions internationales, renforcées par les préoccupations de plusieurs puissances occidentales, entraînent une contraction perceptible des investissements étrangers. La baisse de 12% des IDE, bien que contenue, fragilise certains secteurs liés à l'importation de matériaux ou à l'accès à des marchés internationaux sensibles. Ce recul, certes de rappel, chaque avancée nationale dans la souveraineté logistique s'accompagne d'un recalibrage diplomatique difficile à anticiper. Il place le pays dans une position où chaque décision technique devient un choix stratégique pesé à l'aune des alliances possibles et des ruptures probables. À cela s'ajoute la pression de l'ECOWAS, dont les discussions à huis clos témoignent d'une inquiétude persistante face à un projet susceptible de redistribuer les équilibres régionaux. Les avertissements diplomatiques
rappelle que le chemin de fer, bien que moteur de développement, fonctionne aussi comme un marqueur politique. Cette dualité crée une tension permanente. Accélérer pourrait intensifier passions, les frictions avec certains partenaires. Ralentir reviendrait à perdre l'élan populaire qui soutient l'initiative. Dans cet espace étroit, la stratégie nationale s'articule autour d'un équilibre précis entre résilience interne et gestion de contraintes externes. Ainsi, les chiffres ne racontent pas qu'une performance économique. Ils révèlent une mutation. Une économie enclavée gagne un réseau. Des travailleurs acquièrent une compétence durable. Un pays renforce une autonomie conquise mètre par mètre. Et derrière ces gains, une question persiste. Combien de pression peut-il encore absorber? Les partisans du projet ferroviaire soutiennent d'abord qu'il constitue l'un des rares leviers de souveraineté réelle pour un pays enclavé. Selon eux, la baisse de 30% des coûts logistiques et l'augmentation rapide des exportations agricoles démontrent qu'un réseau conçu et opéré localement peut rééquilibrer les dépendances structurelles, longtemps imposées par des infrastructures héritées de l'époque coloniale. Ils ajoutent que l'implication massive des ingénieurs, volontaires et anciens combattants crée une dynamique sociale difficile à reproduire dans des projets financés de l'extérieur, où la main-d'œuvre locale reste marginalisée. Un second argument favorable concerne la stabilisation interne. Pour ceux qui soutiennent cette initiative, la création de près de 15 000 emplois directs montre qu'un projet d'une telle ampleur fonctionne comme amortisseur social. Il renforce la cohésion autour d'un objectif visible, améliore la mobilité et réduit la vulnérabilité des transports routiers, autrefois exposés aux attaques et aux pannes. Dans cette perspective, le chemin de fer apparaît comme un outil de résilience collective face aux fragilités chroniques du Sahel. Les critiques avancent cependant deux objections majeures. La première porte sur la viabilité financière à long terme. Sans capitaux internationaux, affirment-ils, le Burkina Faso s'expose à un essoufflement, notamment face aux restrictions économiques provoquées par les sanctions et la baisse de 12% des idées. Cet isolement diplomatique pourrait freiner la maintenance des lignes dont la durabilité dépend d'une chaîne d'approvisionnement qu'ils jugent encore trop limitée. La seconde objection touche au risque géopolitique. Pour eux, en défiant ouvertement la France et l'ECOWAS, le pays s'expose à des représailles plus sévères, capables d'affecter non seulement l'économie, mais aussi la stabilité régionale. Ils redoutent qu'un projet perçu comme une rupture politique n'alimente un cycle de pression croisée au détriment d'un équilibre déjà fragile. Face à ces critiques, les défenseurs du projet répondent que les bénéfices mesurés, commerce accru, emploi, autonomie logistique, prouvent que l'investissement local crée une base solide. Dans leur lecture, les risques existent, mais c'est précisément ce contexte qui rend la souveraineté nécessaire plutôt que facultative. Un pivot silencieux apparaît. À mesure que les rails avancent, le projet cesse d'être un simple chantier pour devenir un centre de gravité géopolitique. Cette bascule se produit au moment où les premiers tronçons opérationnels commencent à influencer non seulement le commerce interne, mais aussi les calculs politiques des pays voisins. À Bamako, comme à Niamey, des discussions émergent autour d'une possible coordination régionale fondée sur une autonomie commune, un scénario qui semblait improbable quelques mois plus tôt. C'est ici qu'Ibrahim Traoré joue un rôle décisif. Sa volonté d'affirmer une souveraineté sans compromis transforme le chemin de fer en symbole partagé, capable de fédérer des États longtemps soumis aux mêmes pressions extérieures. Cette dynamique, encore fragile, modifie les rapports traditionnels où l'initiative économique dépendait largement d'acteurs étrangers. Dans le même temps, l'ECOWAS intensifie ses débats internes, consciente qu'un axe ferroviaire indépendant pourrait redéfinir l'équilibre du Sahel.
Les, les diplomates s'inquiètent d'un effet domino. Si un pays enclavé parvient à consolider une infrastructure entièrement locale, d'autres pourraient suivre la même trajectoire. Le milieu du récit révèle alors une vérité inattendue. Les rails ne relient plus seulement des villes, ils redessinent des alliances. Voici une perspective concernant les populations locales. Pour les populations locales, les effets du projet ferroviaire sont parmi les plus immédiats. Les villages situés le long des premiers tronçons voient leur déplacement raccourci, leurs marchés mieux approvisionnés et leurs produits plus facilement vendus grâce à la baisse de 30% des coûts logistiques constatés dès les débuts. Cette réduction, qui allège le prix final des denrées, améliore directement le pouvoir d'achat dans les zones enclavées. Beaucoup perçoivent désormais les rails comme une preuve tangible que l'action publique peut produire des résultats concrets, un sentiment renforcé par le rôle affirmé d'Ibrahim Traoré dans la conduite du projet. Voici une perspective concernant les acteurs économiques. Pour les petites et moyennes entreprises, l'ouverture progressive de la ligne représente un tournant structurant. Les exportations agricoles, qui ont augmenté de 25% en 2 mois, servent de repère pour d'autres secteurs qui cherchent à intégrer ce nouveau corridor logistique. Les commerçants et producteurs, autrefois freinés par des trajets routiers coûteux et risqués, trouvent dans le rail une alternative plus fiable pour écouler leurs marchandises. Plusieurs entreprises locales commencent également à s'organiser autour de nouvelles chaînes d'approvisionnement, anticipant une croissance que l'infrastructure laisse désormais entrevoir. Cette dynamique encourage une formalisation accrue de l'activité économique, en particulier dans les régions éloignées. Voici une perspective concernant l'appareil étatique. Pour l'État burkinabé, les conséquences se situent à la frontière entre gain et vulnérabilité. La création de près de 15 000 emplois directs renforce la légitimité de la politique menée, tout en consolidant une main-d'œuvre qualifiée indispensable à la future maintenance du réseau. Cependant, la baisse de 12% des investissements étrangers rappelle les limites d'un modèle basé sur l'autonomie totale. La diplomatie nationale doit ainsi composer avec un équilibre délicat. Protéger un projet symbole de souveraineté tout en absorbant les pressions occidentales et celles de l'ECOWAS. Dans ce contexte, l'action d'Ibrahim Traoré sert autant de moteur politique que de point focal des critiques internationales. Voici une perspective concernant la région du Sahel. À l'échelle régionale, les répercussions sont multiples. Les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, observent la progression du rail comme la démonstration qu'un projet structurant peut être mené sans dépendre d'acteurs extérieurs. Cette perspective nourrit des discussions officieuses sur une éventuelle coordination sahélienne, fondée sur la souveraineté économique plutôt que sur des alliances héritées de périodes antérieures. Toutefois, l'ECOWAS reste prudente et exprime régulièrement ses inquiétudes face à une initiative susceptible de remodeler les équilibres du Sahel. Les diplomates s'interrogent sur l'ampleur du mouvement. S'agit-il d'un cas isolé ou du premier signe d'un basculement régional plus profond? Dans l'hypothèse d'une progression régulière mais prudente, le Burkina Faso parvient à maintenir la construction des rails malgré les pressions persistantes. Les tronçons, les tronçons déjà opérationnels continuent d'améliorer la circulation des marchandises, consolidant la baisse de 30% des coûts logistiques observés lors des premiers mois. Les exportations agricoles se stabilisent à un niveau supérieur à celui d'avant l'ouverture de la ligne, offrant un socle économique modeste mais durable. Toutefois, l'isolement diplomatique ne disparaît pas. Les COWAS demeurent hésitantes, la France garde ses réserves et la contraction de 12% des idées continue d'alimenter une prudence structurelle. L'État navigue ainsi dans un équilibre fragile où les gains internes compensent partiellement les contraintes externes.
Dans la trajectoire la plus favorable, les premiers succès logistiques attirent l'attention positive du Mali et du Niger, qui s'engagent plus ouvertement dans des discussions de coopération. La dynamique régionale s'intensifie à mesure qu'un axe sahélien autonome semble crédible, porté par des infrastructures construites localement et par l'élan politique lancé par Ibrahim Traoré. Les sanctions, jugées contre-productives par certains acteurs internationaux, s'allègent progressivement, tandis que les partenaires extérieurs cherchant de nouveaux équilibres en Afrique acceptent d'explorer des alternatives diplomatiques. Les entreprises locales profitent d'un environnement plus stable, renforçant les chaînes d'approvisionnement internes. Le projet ferroviaire devient alors un modèle continental d'autonomie économique, au moins dans son intention. Dans le scénario le plus défavorable, la pression internationale se renforce autour de nouvelles sanctions ou de restrictions plus ciblées. La baisse des investissements étrangers s'accentue, compliquant l'approvisionnement en matériaux nécessaires à la maintenance des rails et ralentissant la construction. Certains segments deviennent plus vulnérables aux perturbations, qu'elles soient politiques ou logistiques, et l'isolement diplomatique pèse davantage sur les marges de manœuvre de l'État. Les, les tensions avec l'ECOWAS se durcissent, tandis que les partenaires régionaux adoptent une posture plus prudente, redoutant des conséquences économiques secondaires. Le projet ne s'arrête pas, mais il perd son rythme et son effet d'entraînement. Pour les jeunes Africains, le projet ferroviaire du Burkina Faso agit comme un miroir inhabituel. Il montre qu'un pays enclavé, soumis à des pressions extérieures persistantes, peut engager une transformation portée par ses propres forces. Beaucoup y voient la preuve que la souveraineté n'est pas un slogan, mais un processus concret, construit mètre par mètre. Les premiers résultats, baisse des coûts de transport, hausse des exportations, création d'emplois, leur offrent une image rare d'efficacité collective, capable de nourrir un optimisme mesuré sur la capacité du continent à reprendre la main sur ses infrastructures. Une suggestion se dessine: suivre de près ces initiatives locales pour identifier ce qui pourrait être reproduit ailleurs. Pour la diaspora, l'enjeu touche autant à l'identité qu'à l'économie. Le projet rappelle que l'autonomie dépend aussi d'un retour des compétences, des idées et des investissements venus de l'extérieur du continent. Beaucoup observent cette trajectoire avec prudence, mais aussi avec un certain espoir, conscients que les pressions internationales demeurent fortes. Le rail devient alors un symbole double, un geste de rupture, mais aussi une invitation à repenser la manière dont la diaspora pourrait contribuer, même modestement, à soutenir les initiatives locales. Un simple levier consiste à amplifier les récits de ces transformations en contrepoint d'un discours extérieur souvent centré sur les fragilités du Sahel. Pour les observateurs internationaux, ce projet offre une fenêtre sur une mutation plus large, la tentative d'un État de réécrire son rapport au monde hors des cadres traditionnels. Cette dynamique impose de réexaminer les modèles de coopération existants et de réfléchir à la manière dont les initiatives locales peuvent cohabiter avec les impératifs géopolitiques. Une piste utile serait d'aborder ces évolutions non pas comme une rupture brutale, mais comme une diversification nécessaire des trajectoires nationales. Pour consolider une infrastructure devenue un marqueur de souveraineté, le Burkina Faso doit structurer son action autour de plusieurs étapes précises. La première consiste à organiser, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une coordination technique permanente réunissant ingénieurs locaux, responsables logistiques et représentants régionaux. Cette structure, active dans les 3 prochains mois, doit suivre l'état réel des tronçons, identifier les points sensibles et fixer des cycles de maintenance réguliers. L'efficacité pourra être mesurée par la réduction des interruptions de trafic et la stabilité des délais de transport.
La deuxième étape vise à renforcer l'approvisionnement local en matériaux essentiels. En mobilisant les petites industries burkinabées déjà impliquées dans la fabrication de composants ferroviaires, l'État pourrait établir un plan d'augmentation progressive de la production étalé sur 6 mois. Le succès se mesurera par la part croissante des matériaux produits localement, permettant de réduire la dépendance aux importations vulnérables aux pressions extérieures. La troisième étape concerne la formation d'une main-d'œuvre durable. Le gouvernement peut lancer des programmes intensifs destinés aux techniciens, soudeurs et agents de maintenance, appuyés par des équipes expérimentées présentes sur les chantiers. L'objectif, sur un horizon de 12 mois, est de certifier un nombre significatif de travailleurs capables d'assurer la pérennité du réseau. Les indicateurs incluront le taux de techniciens certifiés et leur répartition sur les différentes sections du rail. Enfin, une quatrième étape consiste à structurer une diplomatie proactive autour du projet. En consolidant les liens avec le Mali et le Niger, l'État pourrait ancrer le chemin de fer dans une coopération régionale stable. Les résultats se mesureront par la signature d'accords techniques ou logistiques visant à sécuriser la continuité du corridor sahélien. Chacune de ces étapes sert un objectif commun: rendre l'autonomie logistique durable malgré les pressions extérieures. Au cœur du chantier, un motif revient comme un fil discret, celui de l'ingénieur rencontré près de Kaya, penché sur une section de rail qu'il ajustait avec une précision patiente. À l'époque, ces gestes semblaient simplement techniques. Aujourd'hui, ils résonnent comme l'image d'un pays qui assemble pièce après pièce les contours de son autonomie. Autour de lui, les volontaires qui sécurisaient la zone incarnaient déjà cette volonté de ne plus dépendre des structures imposées de l'extérieur. Ibrahim Traoré, en s'appuyant sur ses forces locales, a redonné à ces scènes ordinaires une portée symbolique inattendue. Chaque soudure, chaque mètre de métal posé devient désormais un fragment d'histoire, rattaché à une ambition collective plutôt qu'à un simple jalon technique. Ce sont ces instants silencieux, souvent invisibles dans les discours politiques, qui donnent toute sa cohérence au projet. Pour beaucoup, la vision de ces équipes travaillant dans la poussière et la chaleur raconte quelque chose que les communiqués diplomatiques ignorent: une nation qui refuse l'abandon. Ce sentiment, fragile mais persistant, nourrit une conviction partagée: la souveraineté se construit dans les gestes quotidiens. À mesure que les trains burkinabés avancent sur les premiers tronçons, une idée s'installe discrètement dans la région, celle d'une souveraineté construite de manière concrète, loin des déclarations solennelles et des dépendances anciennes. Le projet ferroviaire, né d'une volonté de rompre avec des modèles imposés, devient peu à peu un symbole partagé, capable d'inspirer ceux qui cherchent à reconfigurer leur rapport aux puissances extérieures. Dans les villages comme dans les capitales régionales, l'initiative suscite discussions, critiques et s'espoirs mêlés, révélant la diversité des regards portés sur cette transformation. Mais derrière les chiffres, les tensions diplomatiques ou les discours officiels